Bonjour, l'invité de cette semaine de Tandem est Monsieur Régent Frenette. Il a parcouru le globe d'est en ouest, de nord au sud. Ambassadeur, il a dû même être évacué de temps en temps en urgence de certains pays en raison de sécurité comme le Zaïre ou l'Iran. Aujourd'hui établi à Sorel-Tracy où il a grandi, il nous fait le plaisir de venir nous rendre visite à IPIX TV. Nous allons donc l'interviewer. Mais je voulais aussi profiter de ce moment pour vous dire que dorénavant à Tandem, il y aura une question citoyenne. Donc vous pouvez envoyer vos questions sur le site directement, poser la question puisque les invités seront présentés à l'avance. En attendant, nous allons poser nos questions à Monsieur Frenette. Merci. Bonjour Monsieur Frenette. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté donc de venir. Avec plaisir. Je vous ai demandé de venir avec quelques photos qui vous représentent. Donc vous avez la gentillesse de les apporter. Puis je vais vous les laisser entre les mains et puis je vais vous demander de m'en parler un petit peu et de me dire pourquoi avoir choisi ces photos-là. Très bien. J'ai d'abord apporté quelques premières photos qui illustrent ma jeunesse à Sorel. Alors, j'en ai une ici qui date du début où on a vécu à Sorel dans les années 40, 43, 45, je crois. Immédiatement après la guerre. Oui, là, je suis photographié avec mon oncle devant la maison familiale qui est toujours là sur la rue du Roi, qui a été modifiée depuis. Une autre photo qui est importante pour moi, ce sont les photos de ce qu'on appelait les Blancs, les bateaux blancs qui passaient l'hiver à Sorel entre les deux ponts et sur lesquels j'ai passé 8 étés de ma vie et qui m'ont marqué. Également, une autre photo du temps où je travaillais sur ces bateaux. La photo a été prise dans le port de Montréal. Et une dernière où j'avais 18-20 ans, je crois, prise dans le port de Sorel. Un jour, je me souviens, je m'étais promené avec mon père qui avait pris une photo. Donc, ça illustre ma jeunesse à Sorel. Et d'autres photos qui illustrent mon passage dans le service diplomatique. Des moments importants où on présente les lettres de créance. Un autre moment où les ambassadeurs généralement font l'inauguration de projets de développement dans les pays en voie de développement où on peut se trouver. Et ce sont des photos qui illustrent également un peu la vie quotidienne d'un ambassadeur qui vit à l'étranger représentant son pays. Parfait. Et les lettres de créance, si vous pouviez juste nous dire rapidement ce que c'était? Les lettres de créance, ce sont des lettres qui sont données par le chef de l'État du Canada, Élisabeth II, reine d'Angleterre et du Canada et d'autres pays du Commonwealth, qui atteste que nous sommes officiellement le représentant du Canada, que nous avons les pleins pouvoirs de représenter le gouvernement. Et ce sont les lettres qu'on présente au chef de l'État lorsque nous arrivons, nos lettres d'accréditation, pour lui confirmer que nous sommes bien la personne en question, qu'on n'est pas simplement un touriste canadien de passage dans son pays, mais qu'on a la responsabilité de représenter le gouvernement du Canada, qui confirme que ce qu'on va lui dire au nom du Canada a vraiment l'aval, le soutien de mon gouvernement, et ce que lui ou elle, le chef de l'État, me dit à moi, c'est comme s'il le disait au gouvernement du Canada. Parfait. Donc c'est une parfaite transition parce que ça m'amène à ma deuxième question. Pourquoi avoir décidé de devenir ambassadeur? Qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là pour vous présenter comme ambassadeur du Canada? Alors, on ne se présente pas comme tel, comme ambassadeur du Canada au début. On se présente comme pour devenir diplomate, pour devenir employé du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada. Et c'est une chose à laquelle moi j'avais pensé étant jeune. Et là, je reviens un peu à cette expérience sur les bateaux, sur les Blancs, où pendant 8 saisons d'été, de fin mai à début septembre, j'ai navigué sur le Saint-Laurent. Et là, j'ai pris un peu le goût des voyages. Et j'ai toujours eu, depuis ce moment-là, sans trop le savoir, envie d'aller à l'étranger.
Alors, quand j'ai fait mes études secondaires, ce qu'on appelait à l'époque le cours classique, j'étais ici à Sorel et ensuite au séminaire de Saint-Hyacinthe, j'étais tombé un peu par hasard sur un livre écrit par un diplomate canadien. Je me souviens, c'était Marcel Cadieux, qui plus tard a été un de mes patrons, qui a écrit un livre, Le diplomate canadien, un petit livre de 200 quelques pages que j'avais lu et qui avait confirmé dans mon esprit que c'était quelque chose que je souhaitais faire. Donc, lorsqu'est arrivé le moment de choisir ma carrière, j'ai décidé que j'aimerais bien aller au service diplomatique. Mais comme on n'y entre que par concours et qu'on y prend peu de gens de ceux qui se présentent, donc les chances d'être acceptés sont plutôt minces. Donc, après mon cours classique, je me suis dirigé à l'université et j'avais choisi les relations industrielles. Donc, mon diplôme universitaire, j'ai une maîtrise en relations industrielles, mais toujours en me disant que lorsque j'aurai un diplôme, parce que c'est une des exigences pour se présenter à l'examen, je me présenterai à l'examen du service diplomatique. Et si ça ne fonctionne pas, ce qui est probablement ce qui risque d'arriver, bien, j'aurai au moins un métier, un diplôme, et j'irai exercer dans le métier de relations industrielles, qui à l'époque, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, était très en demande. Donc, relations industrielles, c'est-à-dire direction de personnel dans une usine, ou travailler pour un syndicat ouvrier, négocier des contrats collectifs de travail, ce genre de choses, ça me plaisait, mais que j'avais l'intention de faire seulement si je n'étais pas accepté au service diplomatique. J'ai été accepté, donc je me suis rendu et puis j'ai fait ma carrière dans ce domaine-là. OK. Eh bien, on a tous, quand on travaille, des aspects qu'on aime dans son travail, puis des aspects qu'on aime moins. Et je voulais savoir dans ce travail, cet emploi un peu spécial, est-ce qu'il y a deux aspects que vous pouvez développer que vous avez vraiment adoré et deux aspects que vous avez peut-être un peu moins aimés? Commençons peut-être par celui où on a moins aimé. Et là, je dois dire que dans le métier comme tel, il y a peu de choses vraiment qui me viennent à l'esprit sur le métier lui-même. Que je n'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé faire ce travail et il y a peu de choses qui m'ont gêné. Mais il ne faut pas oublier que la carrière de diplomate, où graduellement on monte en grade et qu'on peut devenir ambassadeur, c'est un tout. Contrairement à plusieurs métiers ou professions de mes confrères à l'université qui étaient, je ne sais pas, médecins ou ingénieurs ou avocats ou peu importe, il y a souvent une séparation entre la vie professionnelle de 8 heures le matin jusqu'en soirée et la soirée, les week-ends, les vacances. Il y a une séparation totale. Ce sont deux vies parallèles qui se joignent, alors que dans la vie diplomatique, c'est le contraire. Ça forme un tout. Alors, c'est un peu là qu'il y a parfois des difficultés qui viennent dans la vie d'un diplomate. Par exemple, le fait de devoir constamment déménager. Tous les 2-3 ans, il faut partir. Donc, ça prend plusieurs mois dans une année de préparation pour quitter et de mois de travail pour la famille et pour tout le monde, pour s'intégrer dans le nouvel environnement. Tout ça pour le diplomate en faisant son travail quand même à l'ambassade. Donc, ça fait des mois très, très chargés. Et ce sont des mois difficiles pour la famille, pour l'épouse, s'il y a une épouse ou un époux, et pour les enfants qui doivent quitter l'école, qui doivent se réintégrer, qui doivent apprendre le quotidien, se refaire des amis, des choses aussi faciles, où est-ce qu'on achète le pain, est-ce qu'il y a des dentistes, chez qui on peut aller, et les écoles, il faut réinscrire. Donc ça, c'est difficile, et ce sont des moments particulièrement qui peuvent être stressants dans la vie d'un diplomate. Ensuite, dans mon cas particulier, le cas de mon épouse et moi, à 2 reprises, on a dû quitter le pays pour des raisons politiques, d'insurrection, de révolution. Par exemple, en Iran, on a dû quitter et j'ai été 6 mois séparé de ma famille qui, elle, avait été évacuée et qui vivait à Ottawa. Et moi, j'étais toujours à Téhéran. Plusieurs années plus tard, un peu la même chose au Congo. Là, les enfants étaient partis, ils étaient à l'université. Mais ma femme a dû quitter pendant 3 mois pour vivre seule dans un hôtel à Ottawa, pendant que moi, j'étais au Congo, j'étais ambassadeur à l'époque.
Ça, ce sont des moments difficiles où les familles sont séparées. Ça on n'aime pas beaucoup ça. On n'aime pas beaucoup non plus quitter ses amis. On se fait des amis un peu partout, des gens qu'on aime, et on doit les quitter. Certains, on revoit, d'autres non, par la force des choses, par l'éloignement, par la distance, font qu'on perd un peu de ces gens qu'on a aimés. Aussi, on perd un peu ses racines. Ma femme et moi étions québécois, alors on ne les a pas vraiment perdus, mais mes enfants, qui n'en ont pas vraiment eu de racines, parce qu'ils ont vécu dans plusieurs pays, aujourd'hui, un me dit, en tous les cas, j'ai 2 fils, un est plus affecté que l'autre, de sentir qu'ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Ils sont Canadiens, ils le savent, mais ils ont tellement peu vécu au Canada qu'ils ont peu de souvenirs. Ils ont vécu ailleurs, ils se sont fait des amis ailleurs, et eux, comme moi, leurs amis sont loin. Et ils doivent prendre l'avion pour aller les voir, ou ils les reçoivent lorsqu'ils sont de passage dans la ville où ils habitent. Ils n'habitent pas au Canada, mes enfants. Donc ça, ce sont des choses plus difficiles. Et bien sûr, il y a aussi les petits-enfants. On a des petits-enfants, on les voit peu. Donc, forcément, c'est son jour. Et pour le reste, c'est un métier qui est dans les choses positives, qui est très, très bien, parce qu'on a le sentiment de travailler sur des dossiers importants, des dossiers qui ont une influence sur la vie des gens. Vous négociez des accords entre le Canada et d'autres pays. C'est un métier intéressant aussi parce qu'on fait ça à 2. J'ai beaucoup fait ça avec mon épouse. Contrairement aux autres métiers que je mentionnais plus tôt, l'épouse est souvent peu impliquée dans la profession du mari, ce qui n'est pas le cas chez les diplomates. Et ma femme m'a beaucoup aidé dans ce que je faisais. Elle m'accompagnait le soir dans des réceptions, dans des dîners, dans des voyages qu'on faisait. Quand je faisais des visites officielles, elle était là. Donc, c'est très bien de ce point de vue-là parce qu'on peut faire ça en couple. Le couple est vraiment intégré dans ce travail-là. Et ça, c'est très bien. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé, c'était la qualité de l'environnement, la qualité des collègues, les collègues canadiens, puis les collègues d'autres ambassades qui eux aussi avaient été choisis souvent selon un processus assez rigoureux. Donc, le genre de personnes avec qui on traite quotidiennement, les autorités locales du pays, les gens dans les affaires et tout, ce sont des gens souvent de haut niveau qui ont des choses intéressantes à vous raconter et qui sont intéressés aussi par ce que vous faites. De ce point de vue-là, c'est très, très agréable de sentir qu'on évolue dans un milieu de haut niveau où les choses ont une importance, où on vit bien aussi. Le gouvernement canadien, je dois dire, s'occupe très bien de ses diplomates. On est bien logés, on s'occupe bien de nous. Donc globalement, on peut dire que c'est une expérience vraiment positive. C'est une expérience vraiment positive, un genre de vie tout à fait, vous avez raison, tout à fait positif. Alors justement, maintenant, vous avez fait le plaisir d'enrichir Sorel Tracy de votre présence. Et qu'est-ce qui vous a aujourd'hui motivé à revenir vivre à Sorel Tracy précisément? Ça, c'est une belle question, ça. C'est une question que vous me posez et à certains jours, c'est une question que nous-mêmes, on se pose aussi. Surtout qu'on arrive ici après 8 ans sur la Côte d'Azur, près de Nice, à Vence, où on n'avait pas vraiment de raison de quitter. Mais vous savez, dans ma vie professionnelle, puis dans la vie de mon couple, ce sera bientôt, on va célébrer notre 50e anniversaire de mariage. Wow. C'est long. Mais ce qui n'est pas long, c'est que quand je regarde notre parcours, je réalise qu'on a vécu en moyenne, même pas de 3 ans, 27 mois à chacune de nos adresses. Okay. On s'est installé, on vivait là, c'était notre adresse, notre numéro de téléphone, et moins de 3 ans plus tard, on était ailleurs. Donc, toute notre vie, on s'est déplacé. Et puis, on était à Vence depuis 6-7 ans. Puis, on se demandait, on sentait qu'on avait un peu la bougeotte. On n'avait jamais vécu 5 ans, 6 ans, 7 ans au même endroit. Et puis, on se disait, bien, il n'y a rien qui nous obligeait à partir. On se disait, mais est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on devrait partir? Qu'est-ce qu'on fait? On se tâtait un peu. Puis, on était en France, c'était très bien, mais on n'était pas vraiment chez nous. Nous, on est Canadiens, on est Québécois et tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Et tout à coup, ma mère qui vivait à Sorel nous annonce qu'elle allait vendre la maison familiale pour aller vivre en résidence. Là, ça nous a forcé un peu à accélérer notre réflexion. Et puis, on s'est dit, pourquoi on n'achèterait pas la maison? On la répare un peu, on la modifie, on l'agrandit, on la rend encore plus confortable, puis on va aller s'installer là-bas, puis on verra. C'est ce qui nous a amené à Sorel il y a à peu près une année. Et puis, ma mère est en résidence ici à Tracy. Nous, on est dans la maison qui est très confortable et on est très bien. Et puis, bien, on est un peu là comme vous. On se demande comment ça se fait qu'on est là. Mais moi, j'avais toujours gardé des liens avec la ville. Ma mère était ici. J'ai une sœur, j'ai une tante, j'ai un très bon ami, Michel Lessard, que j'ai toujours vu et revu, qui est venu nous visiter à l'étranger. Donc, j'arrive ici un peu en pays de connaissances. Un retour aux sources. C'est un retour aux sources. La ville a évolué, la ville a changé. C'est pas plus mal. On est près de Montréal. Donc, c'est très confortable et je m'en plains pas. Maintenant, la balle est dans mon camp. C'est à moi de m'intégrer ici. Et comme disait l'autre jour ma femme, on est allé vivre à Kinshasa au Congo. Je pense qu'on peut très bien aller vivre à Sorel au Québec. Mais ne vous inquiétez pas, l'intégration se fait très bien à Sorel-Tracy. Vous en savez quelque chose, oui. Hein? Vous en savez quelque chose? Absolument. Non, c'est facile dans mon cas aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je voulais vous demander quand même une question par rapport à l'époque où vous avez commencé à vous intéresser à la politique, puisque vous étiez diplomate. Est-ce que vous trouvez que la politique étrangère aujourd'hui du Canada, est-ce que vous la trouvez changée? Parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées entre le moment où vous avez commencé votre vie professionnelle et aujourd'hui. Est-ce que vous la trouvez changée? Est-ce que vous la trouvez mieux, plus adaptable? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Vous savez, en 50 ans, les choses ont changé énormément hein, au ouais. Canada et ailleurs, Oui. et entre le Canada et les autres pays aussi. Beaucoup de choses ont changé. C'était peut-être plus simple quand j'ai commencé que ça l'est maintenant. Okay. Ensuite, les moyens de communication ont énormément évolué. Donc, nos politiciens, les chefs d'État, les premiers ministres se déplacent plus souvent et plus rapidement qu'auparavant. Il y a de plus en plus de réunions de chefs d'État, le G7, le Canada est membre du G7, il y a le G20, le Canada est membre du G20, il y a des réunions du Commonwealth, il y a des réunions de la francophonie, et le premier ministre du Canada participe à peu près à toutes ces réunions, donc on les voit beaucoup plus souvent. Donc, le genre de reportage que les ambassades font a évolué parce que, avec les moyens de communication, avec CNN, avec la télévision, avec l'Internet, il y a beaucoup de choses qui ce n'est pas nécessaire de raconter. Ils ont cette information. Mais il y a toujours beaucoup d'analyses à faire. Il y a beaucoup de préparation pour recevoir ces premiers ministres quand ils viennent vous voir. Et puis, le suivi à faire lorsqu'ils sont venus. Ou quand les gens les politiciens de votre pays se rendent au Canada, on intervient aussi. Donc, là, il y a de la préparation à faire. Donc, le quotidien a changé. Et le monde a aussi beaucoup changé. Quand je suis entré, le monde était bipolaire. Il y avait les États-Unis d'un côté, tous ses alliés et l'OTAN et tout. Et de l'autre côté, il y avait l'URSS avec ses alliés, son bloc de Varsovie, le pacte de Varsovie et tout. Il y avait deux grands chefs. Et puis maintenant, ça n'existe plus vraiment. Les Américains sont toujours là, un peu les maîtres du monde, mais il y a des contestations, ça vient d'un peu partout. C'est plus compliqué de ce point de vue-là. Puis il y a aussi des soucis qu'on n'avait pas à l'époque. Les questions environnementales, il n'y en était pas question. Oui. L'immigration n'avait pas pris cette importance. Les problèmes de santé dans le monde qui créent des problèmes de maladies qui voyagent aussi, ce sont des préoccupations qu'on n'avait pas. Donc, les problèmes sont nouveaux et la façon de faire est nouvelle. Et aussi, le gouvernement du Canada a évolué un peu aussi dans ses politiques. Au début de ce siècle, au début de cette décennie, on avait un gouvernement au Canada qui était moins préoccupé par les questions environnementales, qui s'était aligné davantage avec Washington sur des questions, par exemple, au Moyen-Orient. Alors qu'avant, le Canada était perçu comme un grand chantre, un héros de la protection de l'environnement, de l'équilibre de la discussion au Moyen-Orient entre Israël, la Palestine et tous les autres. Mais là, on était perçu comme étant beaucoup plus aligné sur la position américaine.
et un peu moins crédible dans nos discours. Donc, c'est un peu plus difficile pour les diplomates canadiens, pour les ambassadeurs, de projeter l'image du Canada sur ces dossiers-là, tout au moins, parce qu'on avait perdu un peu de crédibilité. Au point où, il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, le Canada avait demandé d'obtenir un siège non permanent aux Nations unies. On l'avait demandé à quelques reprises au cours des derniers 50 ans, puis on l'a toujours eu. La dernière fois, on ne l'a pas eu. Les pays du tiers-monde, pour la plupart, se sont alignés et puis ils ont soutenu le Portugal. C'est le Portugal qui l'a remporté. Et ça a été une défaite politique importante pour le Canada de ne pas pouvoir être membre non permanent du Conseil de sécurité. Ça a été une illustration comme quoi notre perception avait changé. Donc, c'est devenu un peu plus difficile. Et que tout n'est pas acquis, finalement. Et que tout n'est jamais acquis, en politique comme ailleurs. Il faut continuellement se remettre en question, en selle. Et là, les choses, dans la politique canadienne actuelle, les choses sont un peu redevenues ce qu'elles étaient. C'est redevenu un peu plus facile. Et le Canada, dans tout ça, est toujours resté une terre d'accueil ou une terre intéressante pour beaucoup de gens qui vivent à l'étranger et qui souhaiteraient ou qui, pour différentes raisons, veulent quitter leur pays. Bien, le Canada demeure toujours très haut sur la liste de leurs préoccupations. Je confirme. Vous pouvez confirmer, bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Frenette, d'être venu vous installer à Sorel-Tracy. Merci d'être venu à EPIX TV. Et avant le mot de la fin, je voulais vous faire part d'une question d'un citoyen de Sorel-Tracy que nous allons écouter ensemble et nous attendons votre réponse. Bonjour, Régent. Une petite question pour vous. Vous qui avez occupé des postes à l'étranger, des postes importants, qui avez voyagé beaucoup, est-ce que vous pensez que le monde actuel est plus sûr et plus sécuritaire qu'auparavant? Merci. La question est importante. Beaucoup de gens se la posent avec raison. Il faut dire que lorsque je suis entré dans la carrière, c'était quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait 20 ans plus tard, mais quand même, il y a eu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, une période d'une quarantaine d'années où le monde était, je crois qu'on l'a mentionné plus tôt, bipolaire, c'est-à-dire qu'il y avait les États-Unis d'un côté et le bloc soviétique de l'autre. Il y a eu beaucoup ce qu'on a appelé des plus petites guerres, quand même, qui étaient importantes. La crise de Suez, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Il y a eu des incidents importants, l'invasion de l'Afghanistan. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes, mais il y avait ces deux grands leaders dans le monde, puissances, qui surveillaient un peu tout ça et qui s'assuraient que ça ne dégénère pas trop. Et donc, on vivait dans une espèce d'équilibre de la terreur, certains ont appelé, où on pouvait voir venir et puis on sentait une certaine forme de paix, qui n'existe plus comme telle maintenant, parce qu'on sait que le bloc soviétique, après la chute du mur de Berlin, quelques années après, est plus ou moins disparu. Les Américains sont restés là. Mais d'autres ont pris la place parce que la nature a horreur du vide, donc on a émergé d'autres centres de puissance. La Chine est arrivée sur la scène dans les années, fin des années 90, maintenant 2000, c'est très important. L'Inde également. Donc, le monde est devenu multipolaire et les problèmes viennent d'un peu partout et on voit moins venir qu'auparavant. Puis ensuite, il y a des problèmes qui existaient peu à l'époque, comme le problème des migrations de masse. On voit ce qui arrive en Europe, des gens qui viennent de Moyen-Orient, qui viennent de l'Extrême-Orient, et surtout qui arrivent de l'Afrique subsaharienne et qui immigrent massivement vers d'autres pays, notamment les pays d'Europe. Ça, on voyait très peu. Les préoccupations de santé, le Zika, l'Ebola, ces maladies, ces pandémies qui frappent des régions du monde et qui, si on ne fait pas attention, avec les moyens de communication, les avions et les bateaux et tout, on va se retrouver avec ces maladies-là aussi chez nous. Nos médecins ne sont pas préparés à traiter ça. Ils ne connaissent pas ces maladies, elles ne sont pas de chez nous. Donc, on aurait des problèmes énormes si on avait des incidents importants de propagation de certains de ces virus chez nous, et ce n'est pas impossible que ça arrive. Il y a la montée de la religion, le militantisme islamique,
qui n'existait pas. Et depuis la révolution iranienne, qui a été la première révolution islamique, je la connais bien parce que je l'ai vécue, qui ne s'est pas limitée à ce pays, mais les Iraniens ont plus ou moins exporté leur révolution religieuse dans d'autres pays. Et depuis les années... Le gouvernement l'a exporté. C'est le gouvernement, oui, c'est pas la population, mais le gouvernement des Moullas a soutenu des insurrections dans d'autres pays islamiques et on a vu l'islam prendre de plus en plus une forme militante, agressive chez certains. Et ça pose problème, d'abord pour les musulmans eux-mêmes, qui pour la plupart ne sont pas partisans de cette approche, mais ils sont quand même de cette religion. Et maintenant, on a ces problèmes beaucoup en Europe et aux États-Unis. On a vu en septembre, en 2001, là, le problème à New York et tout. Une préoccupation qui n'existait pas auparavant. Donc, les problèmes sont nouveaux. L'environnement, je n'avais pas pensé à l'environnement, mais c'est devenu une véritable préoccupation. Il y a des grandes réunions qui se tiennent à travers le monde. Un grand succès qui a été obtenu à Paris, la COP 21, là, où on s'est finalement entendu sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est remis un peu en question par l'arrivée du nouveau président aux États-Unis. Une autre incertitude dans l'équation internationale, le comportement du gouvernement américain face aux questions environnementales, face aux accords de libre-échange qui ont été négociés difficilement. Après plusieurs années, on est arrivé à des ententes. Maintenant, eux veulent remettre, eux et d'autres voudraient remettre ça en doute. Donc, on repart un peu à la case départ et on doit refaire un peu ses devoirs. Donc, peut-être pas plus de danger, mais beaucoup plus d'incertitude et de préoccupation en politique étrangère à l'heure actuelle. OK. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Si vous avez un petit mot à rajouter à nos téléspectateurs. Rien de particulier, excepté que je dois dire que finalement, je suis heureux d'être revenu ici à Sorel, revenu au Québec, que j'ai eu la chance d'avoir une belle carrière dans un très beau métier et que s'il y a des jeunes ici de la région qui songent à faire ça, bien moi, je vous encourage fortement. C'est ouvert à tous les citoyens canadiens qui ont un diplôme universitaire. Ça peut être un diplôme, ce n'est pas précisé, pourvu que vous ayez une formation universitaire. Vous pouvez vous inscrire au concours et vous avez sans doute autant de chances que moi et d'autres d'être choisis. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une très belle carrière et faire comme moi, éventuellement, revenir au bercail. Eh bien, merci infiniment.